Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de là où vous nous suivez. Je suis Maria, présentatrice de votre émission Instant Actu. Et aujourd'hui, pour cette émission spéciale, je reçois un invité spécial en la personne de M. Huguin Kayamikala, président de l'ONG Éveil d'Afrique, architecte de formation et expert en questions environnementales. Monsieur Huguin, bonjour. D'entrée de jeu, nous tenons à rappeler qu'en 2012, vous étiez candidat aux élections législatives à Mugali 3, ce qui est soldé par un échec. Et en 2017, l'année où beaucoup de candidatures jeunes sont enregistrées, vous êtes le grand absent et des rumeurs courent que votre absence est due au manque de financement. En effet, c'est vrai que j'étais candidat aux élections législatives en 2012 et c'était en fin de compte pour moi une entrée dans la scène politique. J'étais jeune et c'était donc une expérience nouvelle pour moi et c'est vrai que ça s'est soldé par un échec. Peut-être que le contraire m'aurait surpris aussi, il faut être réaliste. Mais je pense que j'en garde de très bons souvenirs et je pense que plus tard, je serai, je pense, un peu plus aguerri. Mais pourquoi n'avez-vous pas fait comme certains jeunes qui ont intégré des grands partis politiques et sont aujourd'hui députés ou conseillers municipaux? Évidemment, je respecte leur point de vue, je respecte leur choix. Beaucoup de jeunes se sont lancés ou ont intégré des partis politiques et ceci relève tout simplement de la façon dont ils perçoivent ces partis, la façon dont ils comprennent, je pense, la vision de ces partis. Mais moi, je reste quelqu'un de très cartésien. Je ne pense pas que l'engagement au sein d'un parti doit relever tout simplement dans une objectivité de gagner ici un siège à l'hémicycle. Vous savez, le plus important n'est pas d'être député ou d'être conseiller municipal. Le plus important, c'est de porter la voix des populations vers les dirigeants. Et donc, si éventuellement un parti politique quelconque dont je pense répondrait à mes orientations politiques ou à ma vision politique, éventuellement j'intégrerai, mais pas dans l'ultime objectif, comme je le dis, qui serait celui de gagner une place à l'hémicycle. Mais vous devez savoir, madame, que dans notre société, il y a ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir une écharpe tricolore autour de la taille pour faire entendre la voix des sans-voix. Il y a dans nos sociétés des gens qui, jour et nuit, se battent pour la promotion, pour le développement et pour le bien-être des populations. Et là, par votre invitation, je vous remercie d'abord pour cela, vous me mettez là face à un vestibule ou à cette plateforme d'expression qui contribue tout simplement aussi à me faire entendre, à me faire comprendre, je pense. Aujourd'hui, on vous voit partout dans les conférences et colloques internationaux et sur le climat. Vous devenez même une sorte de référence nationale dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques. Peut-on savoir comment et pourquoi vous êtes passé de l'homme politique au militant écologique? Je ne sais pas si je pourrais m'attribuer ce statut d'homme politique. C'est vrai que j'ai eu là un essai, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2012, qui m'a valu un échec. Merci de me le rappeler. Et le passage à l'écologie, il faut rappeler que ceci dénote d'abord de ma formation. Je suis architecte de formation, expert en aménagement urbain et en questions environnementales. Donc il y a fortement un lien avec l'écologie ou encore la protection de l'environnement. Et ensuite, je suis un adepte de la pensée politique scientifique. C'est-à-dire que je pense qu'on s'engage dans une philosophie politique lorsqu'elle se fonde, je pense, sur un raisonnement scientifique. Alors, donc, je ne vois pas ou je ne percevrai pas qu'il y ait un passage ou qu'il y ait deux statuts différents entre l'homme politique et le militant écologique. Parce que tout simplement, lorsqu'on fait un militantisme, on milite pourquoi? On milite pour une cause. Et ça peut être là une forme de politique. Voilà pourquoi je pense que nos politiques actuellement doivent s'orienter sur des revendications. Et ma revendication est une revendication écologique. Donc ceci étant, si en 2012 j'étais élu député, soyez-en sûrs, je serai un député qui milite éventuellement pour les questions environnementales, écologiques, au sein de nos quartiers, au sein de nos communautés. Donc je n'ai peut-être pas changé de statut, s'il faut dire,
je reste un homme qui défend des idées, un homme qui réfléchit tout simplement sur l'alchimisation des problèmes que vivent nos populations. En parlant de politique réellement, ce qui est sûr, c'est que très bientôt, nous allons installer sur toute l'étendue du territoire national notre parti écologique, donc un parti politique écologique, ce qu'on appelle un parti vert, un peu comme les partis écologiques, comme vous les connaissez un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, il faut noter qu'en Afrique, on a beaucoup de partis écologiques qui gagnent du terrain. Et soyez-en sûrs, demain, je serai peut-être à la tête d'un mouvement écologique, politique, et qui pourra défendre ici les questions écologiques au niveau des grandes tribunes et grandes plateformes politiques. En parlant de partis politiques, que pensez-vous de nos partis politiques au Congo? Ah, merci. C'est une question qui est très importante. Merci de souligner cela. Je ne veux pas dire par là que les précédentes n'étaient pas importantes. Mais vous savez, la question des partis politiques au Congo est une question qui est très... elle est d'actualité déjà. Mais je pense qu'il faut repartir d'abord sur le discours de la BOL, la conférence nationale, l'avènement de la démocratie, ces grands faits historiques, ces grands événements historiques, où je pense que peut-être que nous avons mal compris le multipartisme. Aujourd'hui, c'est avec un cœur serré que je peins là ce portrait sombre de la vie ou de la constitutionnalité de nos partis politiques au Congo. La plupart de nos partis sont des partis qui s'inscrivent dans le regroupement ethnique ou départemental. C'est-à-dire, on a l'impression que nous faisons allégeance au droit du sol et du sang. Au contraire, moi je pense que nous devons alchimiser au contraire la vision du parti politique. Il faut repartir vers des partis politiques qui forment des jeunes à être demain des leaders nationaux et non à être des ambassadeurs de leur département. Aujourd'hui, nous voyons que pour la plupart, je prends le cas des jeunes, à la sortie de l'université, lorsqu'ils veulent s'engager dans un quelconque parti, on a l'impression qu'il y a comme une voix sombre derrière qui leur interpelle en leur disant que mais vous êtes issu de tel département et le parti politique dans lequel vous allez facilement émerger ou travailler est celui-ci, tout simplement parce qu'il est là un regroupement de cadres du même département. Et je pense que là, c'est une vision qui est totalement erronée. Et c'est une vision qui alchimise, qui remonte, qui fait remonter le tribalisme. Je pense que nous devons voler philosophiquement au-dessus de ces appréhensions-là pour concevoir ce que j'appelle une vision d'État-nation. Intégrant un parti pour sa vision, intégrant un parti pour le bien-être du peuple, le bien-être de la nation entière et non seulement le bien-être de notre contrée ou de notre village ou encore de notre département. Donc voilà pourquoi je profite de la question. Pour nous les écologistes, comme je le dis toujours, nous sommes ni au nord ni au sud, nous sommes tous verts, nous défendons une valeur de protéger l'environnement, d'améliorer notre condition de vie et surtout de lutter contre tout ce qui impacte le changement climatique. C'est une forme scientifique de la politique. Pour revenir sur l'écologie, votre domaine de prédilection, pensez-vous qu'aujourd'hui on peut développer un pays tout en respectant l'environnement, sachant que les grandes puissances économiques ont atteint l'émergence par une industrialisation très polluante? Ah oui, vous faites là une très bonne analyse, parce qu'il faut comprendre que les puissances économiques aujourd'hui sont malheureusement des pays qui depuis très longtemps, depuis même la révolution industrielle, se sont lancés dans une course effrénée au développement économique, en utilisant ici une forme d'industrialisation fossile et très polluante. Aujourd'hui, il faut noter que 3 grands pays, je prendrai l'Inde, les États-Unis, je prendrai le Royaume-Uni, pas que 3, ils sont un peu plus, peut-être 4 ou 5, sont véritablement des grands pollueurs. Et il faut le reconnaître, ils ont profité, je dirais, de cette pollution via l'industrialisation pour atteindre une émergence économique. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons développer un pays. Et je prends le cas de nos pays en Afrique qui sont en voie de développement. Nous pouvons développer nos pays si nous nous inscrivons dans une dynamique que j'appelle ici le développement durable. C'est-à-dire un développement qui s'engage bien sûr dans la création des richesses et dans la création d'emplois et le gain, mais aussi dans le respect des normes environnementales, dans l'amélioration des conditions de vie, dans l'amélioration du social. Donc nous pouvons faire de l'économie, ce que les Américains appellent du green business, une économie verte, une économie non polluante. Et c'est possible.
Tout simplement, c'est d'essayer de réduire ce qu'on appelle l'empreinte carbone dans notre croissance économique. Et nous pouvons atteindre ce qu'on appelle une croissance verte. Et c'est possible. Donc tout dépend, tout simplement, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de réfléchir sur l'utilisation des produits qui soient non polluants et quelque part ici se tourner vers les énergies renouvelables. C'est vrai que ça a un coût, mais je pense que si nous faisons une bonne étude, nous pouvons atteindre des objectifs de développement durable. Sans transition, passons à la question suivante. Que pensez-vous de la diaspora congolaise? Alors, j'ai une forte admiration pour la diaspora déjà. J'ai une forte admiration pour ces hommes et ces femmes qui ont quitté leur pays, leur patrie, peut-être pas définitivement ou pour un long moment. Et je pense qu'il y a eu une époque où nous avons diabolisé cette diaspora, politiquement parlant. Nous l'avons diabolisé en pensant que tout ce qui est idée néfaste ou idée pensant à un ras-le-bol ou à un soulèvement populaire était toujours un produit de la diaspora. Non, moi je pense que cette diaspora-là, elle est aussi une diaspora intellectuelle, elle est une diaspora battante. Et je tiens à rappeler que nous qui sommes ici au pays, nous attendons beaucoup de la diaspora. Vous savez, on a toujours dans nos pays africains le charme de celui qui vient de loin ou de celui qui va loin ou de celui qui a cette facilité de partir et de revenir, de découvrir d'autres Eldorado ou d'autres horizons. Et je pense qu'en découvrant d'autres horizons, on découvre d'autres cultures, on découvre d'autres réalités, d'autres expériences et le pays en a besoin. Donc je pense que nous devons réfléchir sur une meilleure appréhension ou un meilleur point de vue envers la diaspora. Et je tiens à rappeler que le Congo compte sur sa diaspora et le Congo devrait compter sur sa diaspora. Je vais prendre le cas de certains pays, je prends le cas du Mali, du Sénégal, donc notamment de certains pays d'Afrique de l'Ouest, où nous voyons comment la diaspora s'organise pour relancer économiquement le pays. Donc notre diaspora peut servir aussi là de bêche ou de rampe de lancement pour une meilleure santé de notre appareil financier, de notre appareil économique. Question d'actualité. Comment percevez-vous les élections présidentielles en 2021? Alors, c'est une question qui est très importante, la question de l'élection présidentielle dans nos pays africains. Et ici, il faut que je fasse une géographisation de mon point de vue, je dirais plutôt dans nos pays d'Afrique centrale. Certains observateurs ou penseurs, je dirais pessimistes, diront même que c'est une période à haut risque, une période où nous pouvons facilement flancher dans une guerre civile. Mais moi, je pense que de ma foi chrétienne, permettez-moi cette expression, je reste totalement optimiste. Je pense que le Congo aujourd'hui s'engage sur un voie du développement et la conscience collective du Congolais, je pense, s'oriente sur les questions de paix. C'est une période, je dirais, de challenge aussi. Parce qu'après, il y a des projets de société qui vont être proposés et le peuple, lui, a ce plein droit de faire son choix. Et le peuple fera donc son choix. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne serait pas la victoire d'un camp ou d'un groupe contre un autre groupe ou d'un Congo contre un autre Congo. Non, à la fin, c'est le peuple qui gagne. C'est ça la loi de la démocratie. Et je pense que nul ne doit être inquiété pour ses opinions politiques. Et après, nous sommes dans une période où il est important pour nous, tout simplement, de nous rapprocher de nos dirigeants, mais que les dirigeants aussi comprennent les réalités des populations. Et donc, je pense que je ne penserai pas, parce que je n'ai pas ici la firme conviction d'un avenir, mais je peux tout simplement dire que nous remettons le Congo entre les mains de Dieu et nous invitons les dirigeants politiques, comme j'ai dit tout à l'heure, à travailler avec la main sur le cœur. Et après, on verra qui sera le vainqueur. Mais d'autant plus, je tiens à féliciter parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels qu'il y a des jeunes comme ça qui sont en train aussi de prendre part à ce challenge-là, à ce défi-là. Je ne peux que les féliciter, les encourager. Alors là, je pense que c'est une forme d'expression de la jeune intelligentsia politique congolaise et c'est vraiment à féliciter. Parce qu'après, il faut comprendre que l'engagement politique n'est pas une question d'âge, c'est une question de perception et de vision. Alors qui sait, peut-être que
dans 2, 3 ou 4 mois, d'autres candidatures juvéniles pourront apparaître. Bien, pour votre réponse, nous arrivons à la fin de notre entretien et j'ai une question spéciale à vous poser. Alors, quels sont les 3 adjectifs qui définissent votre personnalité? Juste 3. Alors, merci. C'est vrai qu'il n'est pas de coutume pour moi de parler de moi. Permettez-moi du pléonasme. Alors, mais comme vous me posez si bien la question, 3 adjectifs qui définiraient ma personnalité. Humble, visionnaire et surtout imperturbable. Merci bien. Merci madame.